Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce mardi 6 septembre 2022. On s'achemine petit à petit vers le 8 janvier 2023, un rendez-vous bien calé dans l'agenda des acteurs politiques. On a ainsi en ligne de mire les élections législatives prochaines, mais déjà dans les états-majors des partis politiques, les tractations multiformes se multiplient. On note de part et d'autre des adhésions, des démissions, des vagues de ralliements, des fusions, des tentatives de fusion, des opérations de mise ensemble, de mise en commun. Bref, les terminologies se heurtent pour désigner les manœuvres politiques en cours actuellement. Nos discussions de ce matin abordent bien d'aspects en lien avec les élections législatives à venir. Pêle-mêle comme ça, on parle de la confection de la LII, la liste électorale informatisée. L'Agence nationale d'identification des personnes qui en est le bras opérationnel invite les citoyens à sortir consulter les listes provisoires qui seront affichées dès le 8 septembre prochain dans les centres de vote et ce sur l'ensemble du territoire national. On fait le débat ce matin avec Eloge Francis Attadé, il est analyste politique. Restez donc avec nous. Plus loin, nous irons découvrir les innovations de la nouvelle plateforme mise sur place par le ministère du numérique et de la digitalisation. C'est un e-service qui vise à soulager les usagers de la SBEE en ce qui concerne le paiement de leurs factures d'électricité. Anziz Adéhan viendra nous en dire un peu plus. Anziz Adéhan est le responsable du département e-services et plateformes à l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Mais avant, il y a Ouliat Sanoussi qui a effectué une immersion dans l'atelier de Dame Blanche Viro, qui est une spécialiste de la savonnerie. Le savon, c'est son travail et elle le fait avec passion. Nous allons découvrir ensemble l'ingéniosité de Blanche Viro dans notre rubrique en immersion. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Voilà les gros titres de la presse nationale ce matin avec le quotidien Fraternité qui titre Concours d'entrée à la police républicaine, les 1300 admissibles. La visite médicale prévue pour le jeudi prochain. Florentine Adiagba, administrateur des entreprises à la retraite sur la lutte contre le chômage. Il faut une liaison étroite entre le secteur privé et le système éducatif. Elle s'est largement prononcée sur la question aux pages 2 et 3 du quotidien Fraternité. Installation du nouveau bureau de l'UPMB, Zakiat Latunji annonce une 7e mandature de maturité et de réforme. Et puis autonomisation des populations par l'accès à la connexion Internet, MTN Bénin dans la dynamique du développement économique du pays.
À la une maintenant de Soleil Levant, séance d'orientation des nouveaux bacheliers, Roland Zossou offre une opportunité aux jeunes d'éviter le chômage. Plusieurs communications au menu de la causerie. Et puis face aux adhésions tous azimuts enregistrées ces derniers temps au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Djogbenou condamne l'autosatisfaction dans le rang de ses militants. Le matinal à présent, vague d'adhésion à l'UP, le Renouveau et au Bloc républicain en vue des élections législatives de 2023. Djogbenou prudent, pendant ce temps, Abdoulaye Biotchane est serein. Encadrement du droit de grève au Bénin, la polémique inutile, titre le matinal. Le chasseur info à présent, rentrée scolaire et universitaire 2022-2023, la FEDESEN CSA Bénin pose 11 conditions. Et puis admission à l'Académie américaine des arts et des sciences, l'université d'Abomey-Calavi célèbre le professeur Wilfried Gangbo. Quotidien La Nation, prise du décret relatif au relèvement du SMIC, forte pression syndicale en attendant l'acte. Et puis législative 2023, élaboration de la liste électorale, dernière ligne droite, souligne La Nation. Info matin cette fois-ci, don de kit, décodeur et téléviseur solaire du Creuset ACG, un geste de cœur de Christian Gbogbo à la jeunesse d'Agbanizou. Et puis radiation d'éléments à la police républicaine, n'est-ce pas un carburant pour l'insécurité, s'interroge Info matin. À la une de la boussole, Café Jeunesse Estudiantine, Roland Zossou offre une séance d'orientation aux nouveaux bacheliers. Et puis adhésion tous azimuts au parti Union progressiste, le Renouveau. Attention au naufrage collectif. Les positionnements risquent de provoquer des frustrations. Nord-Sud quotidien, échanges commerciaux, une mission néerlandaise au Bénin en octobre. Et puis en soutien à la vision du président Patrice Talon dans la commune d'Abomey-Calavi, Roland Zossou aide à l'orientation des bacheliers. Voilà, très peu de parutions ce mardi dont on va se contenter en attendant que la revue de presse de Asiongon, Kanya Asiongon, vienne nous en dire un peu plus en fin d'émission. Mais très rapidement, on va jeter un coup d'œil à nouveau à la une du quotidien Fraternité, concours d'entrée à la police républicaine, les 1300 admissibles. Le journal qui donne à lire la liste des candidats admissibles donc à ce concours d'entrée à la police républicaine. La visite médicale est prévue pour le jeudi prochain. Florentine Adjagba, administrateur des entreprises à la retraite, qui s'est prononcé sur la lutte contre le chômage au Bénin. Il faut une liaison étroite entre le privé et le système éducatif. Et puis il y a eu installation du nouveau bureau au niveau de l'UPMB. Zakiat Latoundji, la nouvelle présidente reconduite, annonce une 7e mandature de maturité et de réforme. Achetez Fraternité et vous avez le reste des détails. On fait maintenant un tour à la régie pour suivre en son et en image le bulletin matinal. Ils sont désormais suffisamment imprégnés des opportunités que le gouvernement offre à travers le FNDA. Les avantages du Fonds national pour le développement agricole sont détaillés point par point à ses habitants de la commune de Perere. L'initiative de ce dimanche 4 septembre est à l'actif du leader Adam Tchabi Bokor, membre influent du parti Bloc républicain dans la 8e circonscription électorale du Bénin. Nous avons voulu entretenir nos parents, et nos frères, nos sœurs, nos jeunes bacheliers, les diplômés sans emploi sur une thématique. Aujourd'hui, il y a le FNDA qui est là, un fonds qui est mis à la disposition du monde agricole et qui n'est pas totalement exploité. Je voudrais remercier particulièrement le maire Charles Toko qui a mis ce consultant à notre disposition. Pour atteindre son objectif, celui qui se fait affectueusement appeler l'ami des jeunes de Perere a mobilisé pour la circonstance un expert. Il s'agit de Raymond Montéchor,
représentant le directeur général du FNDA pour la circonstance. Dans sa communication, il a parlé des avantages du fonds et montré aux participants le chemin à suivre pour bénéficier d'un financement. Ce dernier n'a pas manqué de saluer l'initiateur de la séance pour sa clairvoyance. Beaucoup sont aujourd'hui sous-informés et beaucoup n'ont pas accès aux informations à temps réel pour saisir les opportunités. De ces promoteurs, de ces initiateurs, nous devons les encourager et inviter ceux qui ont les moyens de faire en sorte que l'information, la connaissance soit... Les bénéficiaires, majoritairement jeunes et en quête d'emploi, saluent de leur côté une initiative inédite à Perere. Ils promettent faire bon usage des informations reçues. Nous voudrions déposer à l'honorable tous nos remerciements parce que nous n'avons jamais rencontré un leader. Nous ne sommes pas en politique, nous avons rencontré ce leader qui écoute la jeunesse, qui rassemble la jeunesse, qui cherche la solution aux problèmes de la jeunesse. La conférence d'information des jeunes de Perere sur les opportunités du FNDA est un pari gagné. Adam Tchabiboko s'en félicite et promet d'autres actions sociales pour le bonheur de sa base. C'est désormais officiel, le Parti du peuple souverain PPS rejoint le bloc républicain. Saliou Adamou et ses camarades ont choisi le cheval blanc cabré pour poursuivre leur combat politique et donner plus de force et de vigueur à ce grand parti acquis aux idéaux du président de la République. La présente cérémonie est l'aboutissement d'un long processus de négociation. Considérant les assurances données par le SGN du BR à la délégation du PPS, devant Dieu et les hommes, et au nom de tous les coordonnateurs du PPS ici présents, au nom de tous les militants et militantes des différentes contrées de notre pays, et en mon nom propre, je déclare officiellement l'adhésion du parti PPS au bloc républicain. Les nouveaux républicains sont bien reçus dans leur famille d'accueil. Le tapis rouge leur est dressé. Ils reçoivent les conseils et les encouragements nécessaires, susceptibles de faciliter leur intégration au sein du bloc républicain. Au nom de l'Organisation des femmes républicaines, je vous dis, nous sommes heureuses de vous recevoir. Madame Alapini, ne vous inquiétez pas. Le bloc républicain est le parti qui concourt à l'épanouissement des jeunes et des femmes. La célébration ici que nous faisons aujourd'hui, c'est l'œuvre de Dieu. Cotonou, comme un jeu sur le terrain politique, attendait de peaufiner l'équipe d'attaquants de pointe. Nos finisseurs sont là. Je voudrais rassurer Monsieur le Président pour vous dire que c'est avec beaucoup de bonheur que le BR accueille le PPS en son sein. Votre place est déjà toute réservée. Il y a déjà un mécanisme mis en place pour nous permettre d'accueillir et d'insérer les membres des partis qui rejoignent le BR. L'adhésion ainsi actée donne carte blanche à Saliou Adamou et à ses camarades pour désormais tenir haut l'étendard du bloc républicain partout où besoin sera sur l'ensemble du territoire national. C'est dans cette ambiance de gaieté que l'Université de vacances de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, édition 2022, a pris fin. Démarré le 31 août dernier, ce rendez-vous du donner et du recevoir de haut niveau académique a permis aux participants des différents lycées techniques du Bénin de se pencher sur la problématique de la valorisation des métiers pour une insertion professionnelle garantie. Mesdames et messieurs, je voudrais donc saluer le choix de la thématique de cette édition qui témoigne de la vision selon laquelle le FTP permet à l'individu d'acquérir
des compétences devant contribuer à son insertion sociale, au développement de sa personnalité et à son épanouissement intégral. Ce n'est un secret pour personne aujourd'hui. Ce sous-secteur est plus que jamais un véritable vecteur de la culture entrepreneuriale pour une employabilité à sens horizontal et non vertical, en rupture avec la vision unipolaire selon laquelle c'est l'État le pourvoyeur unique et exclusif de l'emploi. La présente université de vacances, en plus des liens intermétiers développés, vient à point nommé baliser le terrain pour l'offre éducative de qualité, une offre pour répondre aux exigences du marché de l'emploi inscrite dans le vaste chantier ouvert par le gouvernement à travers le ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. C'est un engagement pour chacun d'entre vous de rendre davantage vos activités d'enseignement-apprentissage encore plus pratiques, mais surtout plus probantes, qui ramènent l'apprenant dans son contexte de vie, qui ramènent l'apprenant dans le contexte du métier. Et c'est ça qui, pour nous au ministère, fait la réussite de cette université. Je rendrai compte au ministre que j'ai dit en son nom que nous sommes satisfaits de cette évolution. La fin de cette université de vacances est sanctionnée par la remise d'attestations aux participants. Orienter de manière efficace un enfant, ce sont des qualifications, un métier. Seules les personnes formées pour et qui l'exercent sont compétentes en la matière. Nous sommes dans un pays aujourd'hui qui forme, depuis bien des lustres, qui forme des spécialistes dans le domaine, même si on n'est pas nombreux, le pays en forme quand même depuis plus d'une quinzaine d'années. On a également au niveau des différents ministères chargés de l'éducation et de la formation, on a des directions qui sont censées travailler avec des spécialistes de l'orientation, étant donné que ces directions-là elles-mêmes sont des directions dédiées à l'orientation. Avec l'évolution du numérique aujourd'hui, plusieurs personnes dans d'autres secteurs parviennent à se former en ligne, parviennent à apprendre, parviennent à devenir autodidactes dans des domaines, mais pour le secteur de l'orientation, ce n'est pas possible. Parce que c'est un secteur qui demande des compétences assez pointues. Et donc, pour le moment, au Bénin, ceux qui sont habilités à orienter, ce sont ceux qui ont été formés en sciences de l'éducation, option orientation scolaire et professionnelle. Beaucoup peuvent conseiller, sachant que l'orientation scolaire et professionnelle, c'est un processus, c'est une méthodologie qui se doit d'être déclinée avec méthode sur un temps donné. Mais on ne peut pas parler d'orientation. Dans les filières techniques et les sciences dures aussi, la règle est la même. Le rôle de l'enseignant est aussi capital. Bon, nous sommes au Bénin et tout le monde connaît tout. Alors qu'on ne doit pas tout connaître. Il y a des spécialisations. Chacun a son métier, l'enseignant a son métier, et quand il finit de former son apprenant, qu'il acquiert le diplôme, il doit lui dire quelle orientation il va suivre pour avoir l'emploi qu'il désirait. Parce que tout commence par un projet personnel. C'est surtout ces enseignants aujourd'hui en situation de classe, que ce soit au collège comme à l'université, qui sont imbus de patriotisme et qui comprennent les défis qui attendent notre pays, qui sont les défis sur le plan de la technologie, de l'auto-emploi de la jeunesse, de la sécurité, et j'en passe. Et donc c'est ceux-là qui sont même enseignants de ces matières scientifiques, des mathématiques, des physiques, qui doivent en fait démystifier la matière comme nous le faisons un peu partout dans le pays. En 2018, nous avons conçu l'entonnoir de l'orientation. Entonnoir de l'orientation par Abalo et Rontonji. 5 phases. La première phase, c'est l'information générale. Deuxième phase,
la phase plus spécifique. Cette phase plus spécifique, parfois, se fait dans les salons d'orientation, dans les journées. Troisième niveau, maintenant, c'est le travail direct avec le conseil. Et vous allez vous rendre compte donc que dans le processus, la plupart du temps, les jeunes s'arrêtent au deuxième niveau. À cette troisième étape-là, projet d'orientation professionnelle doit sortir. La quatrième étape maintenant, c'est la mise en exécution du projet d'orientation. La dernière phase, c'est le suivi. Moi, j'ai connu un jeune qui voulait faire la médecine. Il a fait au moins 3 ou 4 fois le concours de médecine. Ça ne lui a pas marché. Et je lui ai dit, tu as des compétences pour être expert comptable. Au même moment où tu peux te décider à être médecin pour soigner les hommes, tu peux aussi te décider à être expert comptable et soigner les entreprises. Au départ, il me l'a accepté. Et puis, il a réfléchi, et il envoie sur mon portable un petit message. Ah, papa, attention, la biologie est pour moi ce que l'économie est pour vous. Vous voyez, il m'a battu. Aujourd'hui, il est spécialiste d'analyse biomédicale. C'est toujours dans le domaine. Il faut avoir une bonne maîtrise, d'accord, de la demande du marché socio-professionnel. Et cela est souvent possible à travers une bonne communication entre le ministère du Travail et de la fonction publique et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Souvent, les enfants ont l'amour pour les sciences, mais à travers les évaluations, malheureusement, on constate que beaucoup d'enseignants transforment les évaluations comme des punitions, qu'il faudra punir l'enfant, montrer à l'enfant qu'il ne connaît rien, ou il faut lui faire peur, où l'enseignant se transforme carrément en un mythe. C'est ça qu'il faut éviter. Parce qu'au fond, le problème aujourd'hui de désamour poussé des apprenants béninois pour l'amour pour les sciences, c'est un problème profond. Et c'est un problème d'abord psychologique. Beaucoup d'enfants sont traumatisés. Au supérieur, le gouvernement met à disposition des guides d'orientation. Ils viennent combler un vide qui a longtemps perduré, mais il reste encore à faire. Je puis dire que ce document aide certains apprenants à mal s'orienter. Nous avons eu des cas. Parce que pourquoi? Le document est très volumineux. Une information incomplète ou une information insuffisante est plus dangereuse en orientation qu'une information non connue. Mais pour ce qui est déjà mis en place, comment est-ce qu'on peut l'améliorer? C'est d'impliquer un peu plus les parents et les corps de métier. L'orientation doit démarrer depuis la classe de 6e pour un réel suivi des apprenants et une diminution drastique du taux de chômage. Il s'agit de dresser le tableau des effectifs. Voici l'acte juridique qui officialise le partenariat entre le Mouvement populaire de libération et l'Institut supérieur agro-pastoral de biotechnologie et de l'environnement. Vive Isalpap, vive la coopération entre le MPL et Isalpap. Voilà. Une signature de convention entre les deux parties qui mettent à la disposition des jeunes 231 bourses d'études sur l'ensemble du territoire national à raison de 3 étudiants par commune, dont 2 filles et 1 garçon. En plus des programmes de formation, il est prévu un accompagnement conséquent des jeunes qui bénéficieront de ces bourses. Cette initiative permettra de financer les 30 meilleurs étudiants à la fin du cycle de formation, d'assurer la protection individuelle pour chaque étudiant, l'envoi des 3 premiers en France à compter du master, la présentation de tous les étudiants de 2e année au concours d'entrée dans 10 grandes écoles de la France, des stages pour les 5 premiers à l'extérieur, la prise en charge des 2 premiers ayant 14 de moyenne à l'examen de licence durant leur cycle de master. Au-delà de ces activités de formation citoyenne et de militantisme politique, le Mouvement populaire de libération inscrit dans sa vision des formations universitaires qualifiantes des jeunes pour apporter sa contribution aux différents efforts de lutte contre le chômage au Bénin. Pour ce partenariat avec l'Institut supérieur agro-pastoral de biotechnologie et de l'environnement, le MPL prend en charge sur 3 ans une bonne partie
des frais de formation aux métiers d'avenir. Monsieur le Président, nous pouvons vous dire aujourd'hui que nous disposons des ressources nécessaires pour assurer la conduite de cette convention qui sera signée. Cette convention ne sera pas une formalité, mais un document juridique que vous allez évaluer à la fin des 3 ans de formation des étudiants que vous allez nous envoyer. Je voudrais inviter également tous les autres acteurs politiques qui ont pris l'engagement d'accompagner les jeunes, d'accompagner la jeunesse du Bénin, qui aujourd'hui se trouve être la couche la plus exposée aux affres du sous-développement, aux affres du chômage. Je voudrais les inviter à jeter un regard un peu plus bienveillant à l'endroit de cette jeunesse pour que de plus en plus notre pays cesse d'être fabricant de jeunes qui n'ont rien à faire, comme vient de le dire le président de la FENAPEB, des jeunes qui, à la fin de leur cursus de formation, se retrouvent encore à la charge malheureusement de leurs parents. Les étudiants bénéficiaires de ces bourses seront formés dans les filières qui sont en phase avec la vision du parti. Le projet né de ce partenariat permettra à terme de mettre sur le marché de l'emploi des jeunes entrepreneurs de type nouveau capables d'appuyer les politiques agricoles du Bénin. 3 années déjà en arrière et l'artiste plasticien n'est plus. Il s'agit bien là de Kofi Gaou, dont les œuvres sont ici exposées à la galerie Anastasie Shaw de l'espace Adjadi qui côtoie le lac Toho dans l'arrondissement de Pao. Un mois durant, ces créations de l'homme seront contemplées par le public béninois. Il est vrai que ce n'est pas totalement parfait le cas dans lequel nous sommes en train de vous recevoir, mais c'est l'ambition, c'est la volonté, la détermination qui nous amène pour contribuer au développement de la valorisation du patrimoine culturel et touristique de notre nation, le Bénin. 24 août 2019, 24 août 2022. Cela fait maintenant 3 ans que nous a quitté la légende Kofi Gaou, mais pour ses œuvres et sa passion pour la culture béninoise, nous ne nous lassons de nous rappeler de lui. Et depuis qu'il est parti, c'est la toute première activité officielle que nous menons. Je dis nous parce que je me considère comme étant de la famille, n'est-ce pas? Oui. Je me considère comme étant le garçon aîné de Kofi Gaou. C'est une manière pour ses proches du monde artistique et même sa famille de se rappeler du parcours de Kofi Gaou qui, de son vivant, a laissé des traces indélébiles dans le secteur. Même l'ambassade de la République populaire de Chine près le Bénin salue ici la mémoire de l'homme. J'ai consulté sur Internet, c'est un grand artiste qui se présente dans tous les domaines tels que théâtre, cinéma, sculpture, peinture et d'autres. L'ensemble de ces œuvres fait l'objet aujourd'hui d'une rétrospective, c'est-à-dire une immersion dans son univers qui nous permet d'apprécier à juste titre le génie créateur de son inspiration, de ses inspirations, la particularité qu'il imprime à chacune de ses œuvres et surtout le fol espoir qu'il a derrière qui permet aux jeunes générations de savoir exactement dans quelle direction il faut aller. Kofi Gaou n'est plus, mais ses œuvres restent toujours accessibles. Et tout acte allant dans le sens de leur célébration sera bien accueilli tant par ses enfants et même le gouvernement. Une semaine passée en communauté pour parler du cinéma. Telle se résume la première édition du camp international de cinéma africain de Ouidah, Sikao. Il a réuni plusieurs acteurs du monde de la cinématographie africaine autour de la thématique du développement du secteur et de son avenir. Et loin de l'idée d'un festival ordinaire, ce camp est meublé de plusieurs activités. Et ce concept de camp a permis à nos jeunes
aspirants au métier du cinéma de se faire former. Et à cette première édition, les moyens étant hyper limités, nous n'avions pu faire ou animer que 3 ateliers. En dehors des 3 ateliers, il y a eu des masterclass. Nous avons eu l'atelier de films d'animation. Nous avions aussi l'atelier de la rédaction, d'écriture de rédaction d'un scénario. Et enfin, l'atelier de cadrage et de lumière. Des concours sont également organisés au cours du camp. À tout ceci s'ajoute la distinction des meilleures réalisations sur le continent dans les catégories long métrage, fiction et documentaire, court métrage et bien d'autres. Même si la première édition du CICAO a connu des couacs, il reste pour les autres sur une bonne lancée pour un meilleur lendemain. Mon séjour ici m'a fait découvrir notre réalité, m'a fait découvrir des jeunes qui sont intéressés à écrire, à raconter leurs histoires, mais c'est le manque d'encadrement, le manque d'accompagnement, et c'est des camps comme ça qu'il faut. Et c'est vrai, mon frère Rodolphe a reçu un coup de tête ou un coup de poing énorme par rapport à cette édition, mais c'est comme je l'ai dit la première fois, du courage. Quand on commence un truc et que c'est facile, c'est dangereux. À la fin du CICAO, les participants ont reçu des attestations de formation. Allez, on va parler politique tout à l'heure avec Eloge Francis Attadé, qui est analyste politique. On abordera la question des vagues de démission et de ralliement au niveau donc des formations politiques. Ça grouille au niveau des états-majors des formations politiques. On a en ligne de mire donc les élections législatives de 2023. La question des positionnements, la liste électorale informatisée, puisque la NIP invite les concitoyens à sortir massivement, consulter les listes provisoires qui seront affichées dans les centres de vote, et ce sur tout l'ensemble du territoire national. On aborde tout ceci avec Eloge Francis Attadé. Mais en attendant, on va parler sport avec Hakim Sedoseni. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. De réussite. Chaque année, une innovation. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2022 7 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2. Enseignement général et commercial de la 6e en terminale. A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique, formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin, de Zobouré vont derrière le stade de l'Amitié, de Bégamin en face des rails, de Calavi au quartier Agori, route de Tampere. Clé de la Réussite, votre école famille cultive l'excellence depuis bientôt 20 ans. Téléphone à 97 88 42 16. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Bonjour. Rabalik Para, mesdames, messieurs, amis sportifs, bien bonjour. Allez, on parle sport avec vous. Il y a le Fort français de Ouidah qui a accueilli les championnats nationaux d'escrime édition 2022. C'était le 31 août et tout s'est achevé, je crois, le 3 septembre dernier. C'est exact. 3 jours de compétition pour 72 heures de challenge et de plusieurs lèvres. Eh bien, vous entendrez que le spectacle était beau, le suspense, j'allais dire, tout entier. Le Fort français de la commune de Ouidah a vu faire fort Jacques Okumassou, les membres de son comité exécutif, et tenez, les clubs participants et les escrimeurs ont de quoi faire envie. Ils sont venus de la commune d'Abomey-Calavi, de Ouidah, de Cotonou, de Porto-Novo, de Parakou et puis d'Abomey. En termes de performance, tenez-vous tranquille et bien, Ouidah était au rendez-vous, Abomey-Calavi bien naturellement, Porto-Novo pour sa première a donné plein dans les yeux. Les catégories qui ont compéti, comme vous pouvez le constater sur les images à nous proposées par la régie technique, eh bien ce sont autres Wahab, les U13, les U17 et puis les U23. C'est en gros 72 heures de compétition avec de jeunes escrimeurs, puisque visiblement et de façon, mettons quoi, prospective, eh bien, les responsables du comité exécutif de la Fédération béninoise d'escrime, avec pour président Jacques Okumassou, ont compris qu'il faut ramener donc l'escrime complètement à la base. C'est d'ailleurs ce qui a expliqué les catégories qui ont pris part à cette compétition. Je rappelais tout à l'heure les U13, les U17 et puis les U23. Maître Owens Goudjo du club Oasis de Ouidah nous livre ici ses impressions au terme des 72 heures de compétition. C'était donc du côté de la commune de Ouidah. Allez. Je suis tellement content de ces championnats. Comme je l'ai dit au départ, que je ne peux pas organiser quelqu'un qui vient d'apprendre ça. Mes athlètes m'ont fait confiance. J'ai pris assez de médailles d'or, d'argent et de bronze. Je suis tellement satisfait de mes athlètes et je suis satisfait aussi des autres pour les prestations. Surtout ceux-là qui sont à leur premier essai, mais qui sont partis avec 6 médailles. C'est très important et vraiment, je suis très content. Pour les autres échéances à venir, il y a des choses que je vais encore caler au niveau de certains athlètes. Donc, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Il y a encore du boulot. On doit s'apprêter encore sur le plan technique pour amener les enfants à aller affronter maintenant les homologues, je vais dire, les collègues sur le plan africain et mondial. Donc il nous reste à travailler, à beaucoup travailler, pour ne pas rester seulement au niveau national. Car l'objectif c'est de devenir, c'est d'avoir nos athlètes devenir des champions du monde, champions d'Afrique. Voilà, c'était à l'instant Maître Owens Goudjo du club Oasis de la commune de Ouidah. Vous avez entendu, bien de médailles ont été enlevées. Et 2 finales au niveau des U17 riches en suspense jusqu'au bout. 2 finales qui ont émerveillé le nombreux public qui a fait le déplacement donc, du Fort français de Ouidah, puisque les escrimeurs, ce sont notamment ceux venus du club d'Akasato et puis de la commune de Ouidah qui ont donné également, mettons quoi, des escrimeurs au niveau des moins de 23 ans. On fera constater que pour sa première, bien entendu, le club de Porto-Novo n'a pas manqué au rendez-vous. 6 médailles, argent et bronze pour les escrimeurs de la commune de Porto-Novo qui était à leur toute première participation. William Chrysostome, il est du club d'Akasato. Il est en même temps directeur technique national. Il repart tout satisfait du niveau technique de cette compétition. Vous-même, vous avez constaté comme moi qu'un travail a été fait. Et qu'aujourd'hui, quand on parle de l'escrime au Bénin, le niveau est vraiment relevé. Il n'y a plus de petites équipes aujourd'hui en escrime au Bénin. Même les équipes qui ont 2 mois d'entraînement ont pu rivaliser et tirer leur épingle du jeu par rapport aux équipes qui existaient déjà 3 ans, 2 ans avant eux. La belle preuve, vous-même, vous avez vu que parmi les équipes qui ont 2 mois de formation, il y a eu des finalistes qui sont sortis dedans.
Voilà, William Chrysostome, directeur technique national. Il est du club d'Akassato, bien entendu. C'est le club de la commune d'Abomey-Calavi. Au-delà, comme vous l'avez constaté, au rap des performances qui ont été réalisées, bien Jacques Okumassou, le président de la Fédération béninoise d'escrime, a réussi non seulement le pari tenu de l'organisation, mais 2 axes de constat sautent à l'œil. C'est déjà la délocalisation au rap de la compétition, puisque bien naturellement, très souvent, eh bien, les compétitions ou les fédérations ont pris l'habitude de faire, performer leurs athlètes au plan à Cotonou, pour faire un peu plus précis. Mais là, eh bien, cette édition 2022 du championnat national d'escrime a eu lieu du côté donc de la commune de Ouida. Oui. Et à côté donc, je dirais, de ce constat qui a été fait, il n'y a que les catégories qui ont été concernées par la compétition. Ce sont les U13, les U17 et puis les U23. L'escrime plus proche des escrimeurs et du public, j'allais dire. Il y a encore l'escrime plus proche, je dirais, des populations. L'escrime à la base, c'est un credo qu'il faut mettre à l'actif du président du comité exécutif de la fédération béninois d'escrime, Jacques Okumassou. On peut dire qu'avec Jacques Okumassou, on travaille à ce que l'escrime, n'est-ce pas, soit inscrit au rang des disciplines qui, n'est-ce pas, en tout cas, donnent une certaine couleur aux différentes disciplines que nous avons en termes de sport. Non, exactement. Pour avoir fait, je dirais, dans une autre posture, c'est un peu les reproches qui sont faits aux responsables des fédérations sportives au plan national. Et donc, il ne peut pas être, je dirais, désormais dans cette posture, ne pas comprendre que, eh bien, il y a des choses qu'il faut mettre à l'endroit. Je crois que le passage de Jacques Okumassou du côté donc de ceux qui ont la possibilité d'apporter, je dirais, de la lumière et de mettre des projecteurs sur les disciplines sportives a été de nature à permettre donc à ce président qui depuis la prise de cette fédération travaille véritablement à non seulement disséminer la discipline, parce que ce n'est plus que seulement à Cotonou qu'on pratique l'escrime. Ce n'était pas évident à Wahab Ali Para. On fait l'escrime à Cotonou, on fait l'escrime à Porto-Novo, on fait l'escrime à Parakou, on fait l'escrime au-delà même de la commune de Parakou. Donc pratiquement tout le territoire national est concerné par la pratique de cette discipline. J'avoue que pour l'édition 2022, si la compétition a eu lieu à Ouida, c'est certainement parce qu'on projette donc ressortir certainement de Ouida pour l'édition prochaine. Pourquoi pas Abomey, pourquoi pas Parakou, pourquoi le tour des différentes communes. Ça permet aux populations, ça permet aux parents, je dirais, de laisser les enfants aller à la pratique de l'escrime. Je crois que c'est une très belle vision que véhicule en ce moment le président donc, de la Fédération béninoise d'escrime, qu'il faut véritablement saluer, soutenir dans l'exercice de cette noble mission qui consiste véritablement à permettre à nos enfants de véritablement performer dans cette discipline qui est désormais l'escrime et qui de plus en plus, et comme vous l'avez entendu dire par le directeur technique national, rapportera beaucoup de médailles au plan national. À Jacques Okumassou, on va dire du courage et surtout bonne chance. Exactement. On va changer maintenant de discipline à Akime Sédou Séné, puisque les équipes qualifiées pour le championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023 sont connues. C'est exact, c'est au terme des rencontres. Les dernières disputées, c'était le week-end dernier, comme temps pour le dernier tour des éliminatoires donc de la phase finale de cette compétition. Rappelle que le Bénin était donc en course et a été sorti dès le premier tour. Le second tour a été disputé. La phase de retour, c'était le week-end dernier. Désormais, on connaît les qualifiés des différentes zones que compose la Confédération africaine de football, la zone USA. Nous avons 3 pays qualifiés, le Sénégal, le Mali et la Guinée-Bissau. Dans la zone OSB, on a la Côte d'Ivoire, le Ghana qui a sorti le Bénin au premier tour et qui a mis sur le quai la formation du Nigeria. Il y a le Ghana et puis il y a le Niger. Le Niger a composté son billet qualificatif. C'était donc le week-end dernier ici au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Dans la zone centre-est, l'Éthiopie, l'Ouganda et puis le Soudan ont composté leur billet qualificatif. La zone centre-ouest est composée des qualifiés ainsi que l'issue, le Cameroun, le Congo et puis la RD Congo. Dans la zone sud, nous avons Madagascar, l'Angola et puis le Mozambique. Enfin, dans la zone nord, nous avons la Libye, le Maroc et puis l'Algérie, pays hôte de cette édition 2023 du championnat d'Afrique des Nations de football. Football, cette fois-ci, se lever continue avec le retour à partir de ce mardi de la Champions League, la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Coupe aux grandes oreilles, pour faire un peu plus précis. Eh bien, les rencontres, les premières vont se disputer ce mardi avec les affiches que je vous présente rapidement. Déjà, à partir de 17h45 minutes, Dynamo Zagreb joue contre les Blues de Chelsea et à la même heure, eh bien, le Borussia Dortmund recevra la formation de Copenhague. Enfin, à partir de 20h, eh bien, les 6 autres rencontres vont meubler la première journée
de cette phase de poule de la Champions League. Séville, Manchester City, Séville qui est en grosse difficulté dans le championnat espagnol. Début très difficile pour les Sévillans. Man City a calé lors de la journée précédente, c'était la dernière, j'allais dire, du côté donc de la Première Ligue. Mais bon, ça, nous sommes sur notre tableau, c'est le tableau de la Ligue européenne des champions. Et donc, vous aurez à suivre Séville contre Manchester City. Le Paris Saint-Germain recevra au Parc des Princes la vieille dame, la Juventus de Turin. Benfica, Maccabi Haïfa, c'est aujourd'hui. Et c'est aussi une rencontre à suivre. Le Celtic Glasgow recevra le Real Madrid, le champion en titre donc, de cet exercice. Salzbourg jouera contre le Milan AC. Et puis enfin, Leipzig sera l'adversaire à jouer de Shakhtar Donetsk. Ce sont les 8 rencontres au programme du premier acte de la première journée de la phase de poule de la Champions League, la plus précise, disais-je, des compétitions européennes. Et c'était ce matin les sports. C'était ce matin les sports à Kivé-CD. Vous allez souffler un peu. On va installer notre plateau de discussion. Emmanuel Niamboussou va nous rejoindre. Il y aura également l'éloge Francis Attade. Il est analyste politique. Avec lui, nous allons parler politique. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu de sport. Fais la passe. Pourquoi tu ne rentres pas dans la télévision pour lui faire la passe? Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne. Et devenir la scène pour votre succès. Okay guys, listen. We have to tighten our defense. You, make sure you pass the ball. C'est ainsi que sont faits les gagnants. Ils ont une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêt à gagner? 1xBet, suivez les leaders. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. De réussite. Chaque année, une innovation. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2022 7 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2. Enseignement général et commercial de la 6e en terminale. A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique, formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin, de Zobouroué vont derrière le stade de l'Amitié, de Bégamin en face des rails, de Calavi au quartier Agori, route de Tampere. Clé de la Réussite, votre école famille cultive l'excellence depuis bientôt 20 ans. Téléphone à 97 88 42 16. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
Manania Bossou, bonjour. Bonjour, Rabaïba. Eloge Francis Atade, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. Vous êtes notre consultant, vous êtes analyste politique. On va parler d'un peu de tout ce matin avec en ligne de mire les élections législatives de 2023. On a noté au cours de la semaine, sinon depuis quelques jours déjà, des vagues de ralliement, des démissions par endroit, des adhésions de l'autre. Il y a la question de fusion, des rapprochements au sein des formations politiques, aussi bien de l'opposition que de la mouvance. On essaie de comprendre tout cela, n'est-ce pas, avec la réforme du système partisan. Comment vous interprétez cette actualité, Eloge Francis Atade? Non, en fait, il y a deux lectures. La première, c'est que c'est l'expression de la vitalité de la démocratie béninoise. Et la seconde lecture, c'est que la réforme qui est en cours est en train d'impacter les acteurs. Il faut avouer évidemment que le vote de la loi portant charte des partis politiques et le code électoral qui ont acté la réforme du système partisan permettent d'aller aux grands ensembles, aux grands regroupements. Donc nous sommes dans la dynamique des grandes convergences pour les unités d'action. Il faut avouer évidemment que ces derniers temps-ci, vu le développement de l'actualité politique, on note qu'il y a une recomposition intense du paysage politique, et ce qui est salutaire. Reste simplement à ce que on souhaite que les acteurs fassent preuve de responsabilité et beaucoup de discipline. Puisque nous avions constaté qu'il y a eu des fusions par endroits et il y a eu des désertions. Et puis le taux de désertion est parfois fort dans certains partis, ce qui est regrettable. Alors comment est-ce qu'il faut corriger la CIE pour que nous puissions aller à des ensembles plus forts, plus homogènes, plus cohérents, tels que le promeut le code électoral et surtout tel que le promeut la charte des partis politiques. C'est ça. Donc je voudrais évidemment dire que c'est intensif. Ce qui marque l'actualité, c'est la fusion entre le PRD et l'Union progressiste, survenue le 21 août 2022 au stade Charles de Gaulle à Porte-Novo. C'était inattendu parce que le PRD est resté longtemps dans l'opposition. Vous savez que le PRD a presque eu la certification ISO dans l'opposition parce que le PRD est un parti qui a une conviction forte. Et le PRD avait tenté un mariage avec le bloc républicain qui n'a pas porté, et puis le PRD a fait défection, mais est resté seul pour examiner tout en accompagnant le chef de l'État. Mais le PRD, après avoir examiné sa situation, ses forces et ses faiblesses, et il a constaté qu'il y avait des chicanes dans le code électoral, notamment les 10% qui l'ont empêché de conquérir des postes à l'Assemblée nationale, a fini par aller à un mariage avec l'Union progressiste qui, à l'issue des deux élections de 2019 et 2020, s'est affiché comme des grands partis, a affirmé sa suprématie, son hégémonie sur l'échiquier politique. Cependant, l'Union progressiste savait qu'il avait des faiblesses, notamment dans la 19e, la 20e, la 21e et la 22e circonscription électorale. Je veux indexer évidemment l'Ouémé et le Plateau. C'est ça. Alors comme l'Union progressiste a l'ambition d'être le grand parti, le parti le plus fort pour contrôler l'offre politique sur les décennies à venir, l'Union progressiste a fait la démarche vers le PRD qui a accepté, et aujourd'hui nous en sommes à une fusion. Alors, est-ce que vous pensez que le bloc républicain n'a pas fait le même calcul? Non, pour peut-être faire les démarches, essayer peut-être de rattraper ce qui n'avait pas marché entre-temps entre le BR et le PRD? Je crois qu'en fait, en politique, la théorie et la pratique, le pas est souvent risqué. Et puis, c'est beau de dire qu'on veut faire de la politique, on veut créer des partis politiques, puisque le parti a vocation à conquérir, à exercer. Exactement. Mais il faut faire en sorte que les partis, évidemment, puissent avoir de très solides ancrages. Or, il se fait qu'au niveau du bloc républicain, il y a un problème de coordination et de management des ressources humaines. C'est ce que j'ai constaté, en fait. Et le président Blaise Diagne doit accepter qu'il y ait un débat de vérité à l'intérieur pour que nous puissions aller au remembrement du bloc républicain qui doit accompagner le chef de l'État. Alors, ceci étant, il faut avouer évidemment qu'au niveau du bloc, vous avez vu que l'UDBN qui est allé au mariage s'est désolidarisé. Bon, on peut divorcer, d'accord, mais quand, après le divorce, on ne commence pas à faire des déballages, ce n'est pas agréable parce que le mariage est aussi un confessionnat. Donc il y a des secrets qu'il faut garder en politique, surtout dans le contexte actuel. Mais il y a eu tellement de déballages, et ce qui n'est pas rélusant. Or, l'UDBN, qu'on le veuille ou non, a quand même un ancrage dans la 6e circonscription électorale. Or, en quittant le bloc républicain, qu'est-ce que le bloc offre comme alternative pour combler ce vide? Il y a la DUD qui est toujours en rade, qui cherche une piste d'atterrissage. Je vais nommer
Valentin Didi. Le parti de Valentin Didi Houdé. Mais qui était allé au départ au Bloc républicain, mais qui s'est rétracté pour pouvoir créer la dynamique unitaire. Mais il y a eu des désertions au sein de la DUD, tels que les Patrice Oussou-Guéder, tels que les Dossa, qui sont partis. Bon, alors, dans ces conditions, aujourd'hui, normalement, la première action à mener au niveau du Bloc républicain, c'est mettre le cap sur Houdé, sur la DUD, pour pouvoir combler ce vide. Puisque, en fait, au niveau de la 6e, avouons que l'honorable Sopo Ekpe n'a pas pu maintenir l'électorat. Vous avez vu que récemment, Gilles Akpa a quitté, et s'est solidarisé avec l'Union progressiste. L'Union progressiste. Et à côté, vous avez vu aussi que l'artiste Gilles Lapino a quitté l'UDBN pour aller à l'Union progressiste. Il y a eu encore des déballages. Puis par la suite, je crois que l'Union progressiste, en fait, l'UDBN a dit que c'était un prestataire politique. Mais écoutez, quand on est prestataire de services politiques, mais c'est extrêmement grave, ça veut dire qu'il y a des militants qui ont des convictions. Mais qu'est-ce que nos partis ambitionnent de faire? D'accord, on va revenir sur ces différents aspects tout à l'heure. Herman Aniamosu, je m'en vais vous faire la question de savoir comment vous percevez ces réalités politiques, les manœuvres politiques qui consistent à démissionner d'un côté pour aller de l'autre. Est-ce que c'est toujours les questions de conviction? Est-ce que c'est toujours les questions de positionnement qu'on cherche pour 2023? Moi, je parlerai d'ajustement. Ajustement dans le sens où, effectivement, des gens, des leaders politiques au lendemain de la réforme des partisans ont estimé, oui, qu'il fallait affirmer leur suprématie, leur hégémonie dans certaines régions qu'ils ont toujours considérées comme étant leur fief. Et que, chemin faisant, et comme l'a dit Francis Atadé d'ailleurs, il y a des partis qui se sont rendus compte que la question des 10%, les chicanes des 10% n'étaient pas franchissables. Et donc, il fallait se mettre en rang. Oui, et c'est dans ce cadre-là que j'inscris un peu ces adhésions, ces fusions et tout, parce qu'effectivement, le code électoral, l'achat des partis politiques permet que des partis puissent fusionner. Maintenant, c'est la forme légale qu'on donne à cette fusion-là. Est-ce que la fusion donc, est signalée au ministère de l'Intérieur, qui fait désormais, un peu comme l'a fait l'Union progressiste le Renouveau, qui fait désormais de ces deux ensembles-là un. Parce que justement, on fait en sorte que ceux qui ont quitté le parti de départ puissent se retrouver vraiment impliqués dans les affaires au niveau du parti d'accueil. Sinon, s'il y a toujours ces petits groupes où vous et moi, nous étions par exemple d'un parti K, et nous intégrons un parti et que là-bas, on ne nous associe pas aux travaux de ce parti, on risque de le partir. Vous avez vu le cas par exemple du PER, Parti pour l'engagement et la relève, de Nathanaël Coty, qui a rejoint l'Union progressiste. Je veux croire qu'en rejoignant l'Union progressiste, qu'avec le management qu'on connaît à Joseph Diaguenou, qu'il puisse faire en sorte que ce parti intègre et que donc les leaders puissent faire individuellement leur adhésion également, pour qu'on les associe très vite aux travaux, aux décisions qui seront prises au niveau du parti non progressiste le Renouveau. Même chose pour l'autre parti, je crois c'est le parti PPS, parti pour le peuple souverain, Adamo, je crois, qui a intégré le BR grâce à à tout ce que la dame, l'honorable Chantal Aïe a pu faire pour que cet ancien leader du parti MPL, vous vous rappelez, il a été premier vice-président du parti MPL avant de démissionner du parti MPL pour créer son propre parti, lequel désormais fait partie intégrante du Bloc républicain. Je pense que c'est de grosses prises quand même pour le BR à Cotonou. D'accord. Alors, Akime Sédoussene, quel effet sur l'information politique, ces questions de vagues de démission et d'adhésion, quel effet cela peut avoir sur l'information politique? Quel effet? Peut-être que ça aura le vilain mérite d'embrouiller peut-être ceux qui ne sont pas très avertis. Parce qu'il faut véritablement expliquer. Vous voyez l'exercice auquel a été soumis tout à l'heure Francis Atadé, c'est qu'il faut en arriver véritablement à faire constater que les données ont véritablement changé. Vous vous souvenez que sur le plateau, je disais qu'on a l'impression de nous retrouver encore des années en arrière. C'est-à-dire qu'à la veille des échéances électorales, on a pris l'habitude de constater ces ralliements, ces désunions, des divorces, des fiançailles, et puis bon, ça va dans tous les sens. À l'arrivée, c'est que contrairement à ce qu'on vit aujourd'hui, ce que par le passé est bien, tous ceux qui font l'option de se mettre ensemble est bien, même sans parler, on le constate. C'est que vous avez sur le logo, le parti avec son emblème, ou je dirais son identité, lampe,
l'autre c'est portable, et tout est ensemble, vous voyez, c'est tout un... Cette fois-ci, on fait l'effort, je dirais, comme je l'ai dit hier, d'y mettre un peu d'esthétique, bien malheureusement. Parce qu'en réalité, bien, ça fait quand même bizarre. Je veux bien espérer que Francis me l'explique. Comment est-ce que les convictions changent rapidement comme ça? C'est-à-dire, en fait, les partis sont créés... Ça rejoint la question qu'il se posait lui-même tout à l'heure. Sur la base d'un certain idéal. On se met ensemble et puis vous voyez, quand c'est tout beau, on entend, on vous rassure de ce que, eh bien, l'idéal, c'est ça qu'on veut faire, on veut changer telle manière de faire les choses et qu'on sort. Et donc, dans la foulée, eh bien, cette offre est vendue. Je ne comprends pas quelle est la durée de ces offres. Parfois, elles ne durent ces offres que quelques mois, le temps d'entre deux tours d'élection ou le temps de deux échéances électorales. Et puis, paf, eh bien, ça va dans tous les sens. Ça fait un peu dommage. Alors même qu'on espérait que le contexte dans lequel on se retrouve aujourd'hui, qui promeut le militantisme, qui promeut, je dirais, un certain ancrage national à avoir par les formations politiques, que nous ne continuons pas à assister à ces désertions. Ça ne fait pas intéressant. Je ne sais pas s'il va arriver que, eh bien, on trouve la formule pour véritablement juguler cette manière de faire, parce que, eh bien, nous ne sommes qu'à l'approche des législatives de 2023. Voilà ce à quoi nous assistons. Nous avons les élections générales pour 2026. Je crains qu'avant 2026, que les partis qui se sont mis ensemble, c'est-à-dire qui ont créé, je donne l'exemple de l'Union progressiste, le Renouveau, peut-être qu'après les législatives, on aura deux autres partis qui voudront s'y ajouter et vont peut-être exiger aussi qu'on y mette peut-être une partie de leur logo sur le logo du nouveau parti. Bref, je fais juste une caricature et je me demande à quoi ça va ressembler. Est-ce que on n'a pas finalement mis à rude épreuve, et là Francis me répondra, il y a plusieurs questions que je pose pêle-mêle comme ça. Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre à rude épreuve, je dirais, la mise en œuvre de la charte des partis politiques? Parce que ce à quoi on aurait pu nous attendre, c'est quand même que les choses, que le paysage soit plus ou moins, je dirais quoi, conséquent. J'exagère à peine. Donc, à l'arrivée, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas revisiter la charte des partis politiques dans son fonctionnement, dans la mise en œuvre donc de cette disposition? Est-ce que, parce que, eh bien, l'échéance de 2023, elle est moindre que l'échéance de 2026, parce que 2026, nous avons les communales municipales, nous avons les législatives, nous avons la présidentielle, et chacun voudra se faire positionner. Franchement, Francis Attadé à la carapace dure pour répondre à tout cela. Herman Agnès, vous voulez vous ajouter une question? Si vous permettez, non, pas une question, je voudrais tenter une justification avant que Francis Rejatare n'apporte la sienne. Oui, vous savez, le paysage politique béninois n'est pas si nouvellement conçu. La plupart de ceux qui aujourd'hui sont là, c'est des gens qui se connaissaient. Exactement. Et là, c'était par exemple le cas de Roulé, qui avait pris part activement aux travaux du BR, et qui après s'est désolidarisé en disant non, je crée mon propre parti, parce que justement, fort de ses soutiens. Oui, de ses soutiens. Surtout dans la 6e. Et peut-être parce que là-bas, il s'est dit, mes intérêts ne seront pas sauvegardés là-bas. Et donc, même chose pour les gars, quand vous avez suivi par exemple Adamo le samedi dernier, qui a adhéré finalement au BR, il avait, quand il a démissionné du MPL, il avait entrepris d'aller voir des partis politiques, lesquels n'ont pas ouvert les portes pour l'accueillir. Il s'est dit, attention, si tel est le cas, étant donné que je suis un jeune acteur politique, je me garde d'abord de créer mon propre parti politique, comme ça, je serai plus vendable. Je pense que c'est ce que moi j'arrive à... C'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt, mais c'est aussi une question de... Ceux qui veulent accueillir, est-ce qu'ils sont prêts à vous accueillir un peu cher? Parce que, oui, si vous décidez d'aller dans un parti politique et vous sentez que là-bas, on ne vous considérera pas, autant que... Il faut aller là où on va vous considérer. Je pense que c'est... Alors, on va écouter d'abord, permettez qu'on écoute d'abord Éloge Attadé, n'est-ce pas? Et vous allez non, peut-être que ce que je dirais sera peut-être... Vous présumez démentir ou non. Allons-y. Je pense qu'en réalité, et là je me réfère à la première intervention ou d'ailleurs l'unique tout à l'heure de Francis, c'est que véritablement quand on veut créer un parti politique, qu'est-ce qu'on crée? Qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on se dit? Quelle est la base sur laquelle on va à la création d'un parti politique? Je ne veux pas stigmatiser tel ou tel autre. Et c'est pour ça que la charte des partis politiques est allée plus loin pour beaucoup plus mettre l'accent sur l'adhésion individuelle. C'est-à-dire que le militant, c'est l'individu pris in titu personae qui se sent convaincu par l'offre qu'on lui propose et adhère à cette offre-là. À partir de cet instant,
je me dis qu'en réalité, quand on entend dire qu'on n'a peut-être pas été bien accueillis, non. Ça n'était même pas évident que vous soyez très bien accueillis parce que certains ont commencé un combat avant vous. Il y a un idéal qu'on vendait avant votre arrivée. Ça, c'est une caricature peut-être mauvaise. Et qui vous a sans doute intéressé. Donc, n'espérez pas qu'une fois arrivé, qu'on libère, je dirais, le plancher et qu'on vous installe royalement. Non, vous participez, vous confondez, vous confondez dans ce combat. Si tant est que c'est l'idéal de ce parti qui vous a convaincu, eh bien, ce n'est pas alors que vous venez pour... et vous faites une place douée. Mais alors, pas du tout. Vous venez, vous faites le combat et chemin faisant, peut-être que dans le mécanisme de fonctionnement du parti politique, ce qui de droit revient à votre apport, à votre compétence, à votre savoir-faire au niveau du parti politique, vous reviendra bien naturellement. Donc, moi, ça m'embête d'entendre qu'on n'a pas été bien accueillis, on n'a pas été... Non, mais attendez, c'est où c'est... D'accord, Hakim, on a compris, je dirais, votre coup de gueule. Eloge Attadé, on vous écoute. Ça fait toute une série de questions imposées par les collègues ce matin. Prenez le bout qui vous intéresse. Non, je me réjouis évidemment de l'intervention des deux collègues qui sont en face. Mais je voulais dire en fait que la conviction n'est pas solidement ancrée dans les mœurs politiques chez nous, ici au Bénin. Chaque acteur politique joue sa survie politique. C'est ça. Ses intérêts, comme disait Herman. C'est ça. Bon, donc, vous savez bien que dans ces conditions, il est difficile, évidemment, d'avoir un idéal. Aujourd'hui, nous avions constaté que la transhumance, elle est forte. Ce qui est malgré tous les combats qu'on a menés contre, cette pratique. Mais oui, parce que le mal transhumant, il fallait le combattre. Mais malheureusement, il ressurgit, ce qui est regrettable. Mais nous devons travailler à cela parce que la réforme a été actée, les lois ont été votées pour encadrer l'activité politique, pour que nous puissions induire sur le paysage politique des mesures disciplinaires qui amèneront les acteurs à avoir des convictions désormais, pour qu'on ait un idéal que nous poursuivons en nous insérant dans un parti politique. Et il y a un militantisme en fait qu'il faut développer pour qu'au terme de certaines années de militantisme requis, on puisse accéder à des instances du parti pour être en capacité de faire valoir ses opinions. Donc, il y a un travail de fond qui se fait. C'est vrai que Paris n'est pas créé en une journée. Nous y sommes. On va faire le chemin, petit à petit. Alors, il faut avouer évidemment que ce que nous constatons et qui est réalisant, c'est que, contrairement à ce qui se passait à la veille des échéances, parce qu'on crée beaucoup de partis, beaucoup de mouvements. Cette fois-ci, non, les partis qui existent offrent curieusement des possibilités d'adhésion. Ce qui est réalisant déjà. Donc les acteurs continuent de migrer comme ils veulent. Mais on va encadrer les sous-marins. Mais oui, c'est ce que je constate. Mais il faut encadrer la migration pour que cela ne dénote pas d'une race de politiciens alimentaires et élémentaires. Parce que notre démocratie est en train de gagner en maturité. Le peuple entier observe les acteurs politiques et le monde entier nous observe. Nous devons être un des baromètres des grands changements sur le continent africain et au-delà. Le Bénin peut innover. Et dans ces conditions, la réforme que nous avions mise en chantier est une réforme salutaire, difficile pour les acteurs. Sauf qu'on n'a pas changé les acteurs. Exactement. C'est ça. On n'a pas changé les acteurs. Donc, on a toujours eu une race de politiciens. Les têtes n'ont pas changé, ce sont les tests seulement qui ont changé. Mais oui, c'est qu'il y a un bicéphalisme, une tête qui pense la réforme, et il y a une autre qui a besoin d'agir en fonction des intérêts de la poche. Donc, il faut faire en sorte que nous puissions changer, accepter de changer les mœurs pour aider, pour impulser le développement attendu. Car l'idéal, c'est faire en sorte que notre démocratie puisse générer le bien-être, c'est-à-dire le développement attendu pour que les citoyens puissent en profiter. Aujourd'hui, le paysage politique est mouvant, mais il y a des changements qualitatifs. C'est vrai que nous aurions aimé aller à l'excellence, mais ça ne pourrait pas venir tout de suite. Les acteurs sont en train de connaître des mutations. Et la carte politique, aujourd'hui, est simplifiée. Que vous nous voyez ou non, nous n'avions plus de 200 partis. Nous avons, même sur la quinzaine enregistrée, il y a à peine... Il y a beaucoup de partis qui claudiquent parmi les 15 partis dont vous parlez. Non, je ne parlais pas de cet handicap, mais je constate que, tel vous avez parlé des prestataires de services politiques, il y a certainement des prestataires des partis politiques qui fonctionnent comme des prestataires électoraux. Dans ces conditions. Et qui attendent d'être absorbés. Mais oui, donc il faut que les partis sachent. Qui sont vendables et achetables, c'est selon. Mais ce qui est regrettable. Ce que dit Francis est pertinent. Non, ce qui dit ceci, il faut que les partis sachent qu'ils ont vocation à conquérir et à exercer le pouvoir. Et les acteurs qui animent la vie politique doivent faire preuve de responsabilité
et pouvoir transcender les divergences. Aujourd'hui, je me réjouis évidemment du mariage, de la fusion. Ce n'est pas un mariage en fait, il faut dire une fusion. Parce que le PRD avait tenté plusieurs alliances. Vous avez vu en 2011 avec l'UN et la RB. Vous avez vu en 2016 avec FCBE. Vous avez vu maintenant en 2022, c'est une fusion. On est parti des alliances à une fusion. Et curieusement, vous avez vu que cette fusion a été actée par le protocole en 6 points. C'est assez clair. C'est une première. Et la question du logo qui préoccupait le PRD a été réglée. La question du slogan, maintenant c'est Choco Choco, maintenant le 4. Je crois qu'ils se sont entendus pour faire un bon mixage. Ça, j'espère et je nourris l'espoir que ça va s'inscrire dans la durée. L'idéal, c'est faire en sorte que nos acteurs politiques gagnent en maturité pour que notre démocratie s'emporte au mieux. Aujourd'hui, il y a l'échéance du 8 janvier 2023, où chacun veut aller à la conquête des sièges à l'Assemblée nationale. Et le souci, c'est le contrôle du prochain Parlement. Et pour contrôler, il faut se mettre en grand bloc. Curieusement, on sent que c'est les partis de la mouvance qui sont en train de s'activer pour se mettre en bloc dans l'espoir, dans la perspective de pouvoir conquérir la majorité des sièges pour contrôler le Parlement. Je ne sens pas ce même dynamisme au niveau de l'opposition. Malheureusement, c'est qu'au niveau de l'opposition, il y a une fissuration qui se dessine et j'ai bien peur que dans ce contexte-là, l'opposition n'aille encore créé au halo parce que l'opposition ne pourra pas aller compétir. Vous pensez que cette attitude de l'opposition profite à la mouvance? Mais oui, si, mais écoutez, nous sommes sur un terrain politique. Vous savez qu'au centre grec du thème, la politique, le champ est conflictuel. Vous ne pouvez pas rester là, dans votre fauteuil duel et avoir les postes. On a dit à quelqu'un qui attend, quelqu'un dit à quelqu'un attend, après moi, c'est toi qui viens. Mais il a somnolé et par la suite, il a su qu'il pourra lui échapper. Non, en politique, il faut être proactif. D'accord. Il faut être proactif. Vous ne sentez pas cette proactivité au niveau de l'opposition? Non, vous avez vu que même les démocrates disent qu'ils n'ont pas à des fusions ni à la formation de grands ensembles parce qu'ils risquent de se faire piéger. Mais il y a au moins un processus de rapprochement, pour ne pas dire de mise ensemble, par exemple, qui est annoncé au niveau du parti Restaurer la confiance et du parti Foscori pour un Bénin émergent. Je constate comment dire, ce n'est pas digne d'intérêt selon vous? Non, c'est négligeable. En politique, en fait, soyons réalistes. Vous avez vu, par exemple, que Restaurer la confiance, je n'ai rien contre mon frère Irénée Adossa, mais vous avez vu qu'il était colistier de quelqu'un. Et par la suite, juste après les élections là, ils se sont séparés. Mais c'est comme ça qu'ils voulaient gérer le pays en duo. Le duo allait se transformer en un duel. Bon, par la suite, c'est qu'à la création du parti RLC, mais je n'ai pas vu son colistier qui devait l'accompagner pour gérer les affaires de l'État. Alors, il y a un véritable problème. Est-ce que restaurer la confiance en allant se mettre aux côtés de la FCBE, qui est en train d'être dépeuplé, parce que j'ai senti qu'il y en a qui sont en train de partir encore de la FCBE. Dans ces conditions, il y a un problème, il y a une fissuration en fait au niveau de l'opposition. Et l'opposition aujourd'hui souffre d'un mal. C'est le financement public. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on est à la raréfaction du financement. Il n'y a plus de l'argent qui circule. Si bien que l'électeur qui était habitué à être perfusé financièrement, parce qu'il vend son vote, n'avait pas encore atteint une maturité qu'il faut pour que le vote soit responsable. Aujourd'hui encore, les électeurs sont sujets à manipulation. Si je tente de vous résumer, M. Francis, c'est un mal qui crée peut-être plus de problèmes aux forces de l'opposition parce que le rapport de force n'est pas en leur faveur et que si entre-temps les choses changeaient demain, eh bien, le même constat que vous faites avec les forces de l'opposition, difficulté donc de se mettre ensemble, va se lier aussi quand le BR, l'UP et consorts ne seraient plus en train de soutenir un président en exercice. Non mais écoutez, l'opposition doit pouvoir travailler pour s'inscrire dans les mutations. Comment ça se fait? Parce que ça fait longtemps, ça fait pas des reproches qu'on fait depuis des années à toutes les fois de l'opposition, toutes les fois qu'on change de régime. Le PRD l'a vécu dans sa posture d'opposant, ainsi de suite. Aujourd'hui, bon, voilà, ce n'est plus ça. On a tourné, on est avec l'Union progressiste, on fait UP le renouveau. C'est un mal qui visiblement a la peau dure en ce qui concerne l'animation de la vie politique sur le continent. Ce n'est pas que seulement au Bénin. Le véritable problème, c'est que actuellement, les acteurs politiques ont en face un leader hors pair. Le président Patrice Talon, c'est une école. Il les a côtoyés tous, il les connaît tous, il les maîtrise tous. Okay. C'est pourquoi, aujourd'hui, ils sont inopérants devant lui.
Dans ces conditions, vous voyez que... Vous parlez de la classe politique dans son entièreté, c'est ça? Dans son entièreté. D'accord. Aussi bien l'opposition que la mouvance, c'est ça la question de c'est ça en fait. Parce que si le chef de l'État arrive à imposer son leadership sur le courage, sur l'audace, et arrive, parce qu'il a dit, vous avez vu à Paris, il a dit que lui, son secret, c'est l'ambition, le sérieux et le travail acharné. C'est sur cette triade-là qu'il joue pour avancer, et c'est le secret de sa réussite. Et c'est ça qu'il a transposé en politique. Or, il se fait que ce monsieur, le chef de l'État, Patrice Talon, a fait les couloirs, il a fait les arcanes de la politique. Il connaît le monde syndical aussi. Aujourd'hui, il tient tout le monde parce qu'il sait que ces acteurs n'ont pas de convictions fortes et n'ont pas de propositions alternatives. Dans ces conditions, il a de l'avance sur eux. Et quand quelqu'un est plus expérimenté que vous, faites attention avec lui. Donc aujourd'hui, l'opposition, certes, a des ambitions, mais peine à se mettre dans les mutations qui sont inéluctables, à s'inscrire dans la dynamique qui est en cours. J'ai dit ici sur votre plateau que si les gens lisaient Machiavel, qu'ils sachent que Machiavel est frappé d'obsolescence et de désétude, et que maintenant, c'est l'art de la guerre, c'est Sun Tzu. Donc, même dans votre... Avant même que vous ne rêvez, l'autre y a agi. Alors, dans ces conditions, il faut que vous vous formez. Il faut que vous allez à une autre école. Je dis que le président Talon est une école. Et il faut que les acteurs politiques apprennent à savoir. C'est anniversaire. Mais quelle a fini de saluer les gens? Regardez quand il est allé sous la bâche. Regardez les échanges qu'il a eu avec Edé Ondete. C'était impressionnant. Alors, regardez avec Paul Humpé. Vous avez regretté ici qu'il n'ait pas reçu Paul Humpé en temps. En fait, ce débat-là, pendant qu'il y avait la valse des rencontres au palais. Mais le chef d'État sait tout ce qu'il fait. Hein, il a loupé une embrassade avec Mme Rachidi. Les réseaux sociaux ont montré, mais à l'occasion de la célébration du 100e anniversaire, vous avez vu, ils se sont embrassés. Donc, Patrice Talon, c'est un animal politique hors pair. C'est une école. Et il faut que les acteurs politiques apprennent à le connaître. Sinon, s'ils ne sont pas proactifs, ils ne pourront jamais réussir à s'inscrire dans les réformes qui sont en cours pour prétendre conquérir des espaces politiques. Parce qu'il faut s'inscrire dans une dynamique. Il faut comprendre l'acteur qui est en face. Or, apparemment, ils ne sont pas en train de l'étudier. Oui, mais ils sont ou bien l'étudient et ne le maîtrisent pas encore. Écoutez, ce qui est mal, le mal que nous avons dans l'opposition, et qui apparemment semble être le mal de tous les acteurs politiques béninois, c'est qu'ils se parlent, mais ils ne s'écoutent pas. Oui, il n'y a pas que ce mal. Oui, il y a ça. Oui, il y a ça, mais s'ils ne se mettent pas ensemble, si chacun veut aller en fonction des idées qui l'animent, sans accepter qu'on aille à la définition d'une plateforme d'action commune, on ne pourra pas réussir à atteindre l'objectif. L'idéal serait que nous puissions avoir une opposition crédible, qui porte une alternative, et qui permet à la mouvance qui est en place de pouvoir corriger ce qui est corrigé. Parce que la mouvance n'est pas détentrice de la science infuse. Il y a certainement des limites. Mais il faut bien être suffisamment outillé pour savoir qu'à tel niveau, il y a ceci qui est corrigible. Donc, je trouve évidemment que l'opposition fait des efforts, mais ces efforts ne sont pas en train de payer. Et j'ai bien peur qu'à l'issue des législatives de 2023, que l'opposition aille encore à la contestation, ce qui serait regrettable. Parce que ici, les jeux sont assez clairs, puisque dans le cadre de l'édition de la liste électorale, il n'y a pas eu de guéguerre. C'est une première dans l'histoire politique du Bénin. Oui, on peut se désoler du fait que l'opposition soit fissurée, mais en même temps, il faut également se désoler du fait qu'il y ait des transhumances au sein de la mouvance inexpliquées. Pour ceux, par exemple, qui ont des mandats électifs, est-ce que les tests ne devraient pas encadrer ces transhumances-là et dire, par exemple, que si vous êtes doté de mandat électif, avant de démissionner de votre parti politique pour aller dans un autre parti, il faut le faire dans les 6 derniers mois de votre mandat, par exemple. Parce que justement, vous avez été, par exemple, vous êtes candidat, je dis candidat sur la liste, c'est pas la liste Lampion. Vous avez mon soutien parce que j'ai estimé que l'idéal du Lampion, ça m'intéresse parce que Lampion, ça fait recours aux anciennes pratiques chez nous. Subitement, vous quittez Lampion, vous allez sur un truc qui est lampe solaire ou lampadaire solaire ou n'importe quoi. Là, vous avez trahi la conviction de vos militants. Est-ce qu'on ne devait pas faire en sorte que cette transhumance-là, vous avez parlé du mal transhumant, soit le moins possible chez nous au Bénin? Parce que justement, c'est ça qui d'ailleurs... Que cela soit sanctionné. C'est ça qui d'ailleurs fait que des gens pensent que la réforme des partisans a échoué. Sinon, quelqu'un, il est l'UBR.
il démissionne, il va à l'UP. Alors désormais, il est toujours... Avec tous les avantages qui vont avec Eloge Attadé. Je pense que c'est des questions qu'il faut régler. Oui, c'est une question d'école et d'éducation. Parce que les partis doivent avoir leur école. Les partis doivent avoir des institutions qui forment, qui préparent au militantisme. Vous savez que ce que vous dites là, en fait, il y a 2 écoles. Il y a une école qui prospère, il y a une école qui a peu d'adeptes dans ce que vous dites. Parce qu'il y en a qui disent qu'en fait, il faut laisser le libre choix en fait, aux acteurs politiques d'adhérer au parti qu'ils veulent. Oui, je parle des acteurs politiques qui sont dotés d'un mandat électif. D'un mandat électif. Peut-être un maire qui démissionne, par exemple, un député élu sur une coloration politique en fait, et qui démissionne. En fait, ce sont les tests fondamentaux qui doivent régler ça. En fait, les statuts et le règlement intérieur. Maintenant, on peut aller à une proposition de loi. Vous savez que ce que nous avons là... Est-ce qu'on n'a pas joué avec le PP à un moment donné? Parce que ce dont on parle, c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'on a pensé tous les scénarios, mais on refuse de prendre cet aspect un peu plus au sérieux. Un mal que tout le monde connaît. L'exemple, c'est que tout le monde sait que, eh bien, il y a aujourd'hui, comme l'a dit Eman, des conseillers qui sont élus sur une liste, qui contrôlent une mairie et qui, eh bien, font l'option désormais de quitter, je dirais, ce parti politique dans toute son entièreté et déposer bagage au niveau de la mouvance présidentielle. Avec les mêmes privilèges, il faut souligner. On fait l'option, eh bien, de leur confier peut-être la collectivité locale parce que, eh bien, le produit qui a été proposé était un produit intéressant. Comment est-ce que ça se passe? C'est-à-dire que, comme l'a dit Eman, c'est carrément du dol. Vous nous vendez quelque chose et puis à la fin, eh bien, vous faites l'option sans consulter les populations à la base d'aller déposer bagage ailleurs. Je crois qu'il y a un moment donné que les acteurs politiques se sont bien foutus des populations. Et là, ça fait dommage parce que le fait, vous le constatez avec nous, et puis ça fait déplorable. Ce que vous dites est pertinent, mais nous devons travailler sur la durée pour que cela soit corrigé. En fait, ce que nous constatons, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Même au Parlement, vous avez des députés qui changent. Voilà. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. C'est un mal qui peine à être corrigé. Mais nous devons faire en sorte que les acteurs gagnent en maturité. C'est pourquoi je parle du mettre l'accent sur la formation, en fait. Et le déveloncement de la conviction. C'est un chantier. Non, parce qu'en fait, c'est les mêmes qui vont vous dire, encadrons, fixons les gens, empêchons-les de faire la transhumance, mais c'est même qui disent que mais ça c'est un recul démocratique. Parce qu'ils disent que non, mais le citoyen a le choix, même s'il a un mandat électif, de pouvoir à un moment donné, s'il n'est plus en harmonie avec le parti, de changer. Dès que le mandat électif, c'est qu'il n'a plus le choix. Oui. Donc, en temps normal, avec un mandat électif, il ne devrait pas avoir le choix. Mais là, il n'y a que l'encadrement juridique. Et s'il décide de démissionner, il devrait laisser les avantages qui entourent, je dirais, ses fonctions. Parce que justement, on dit chez nous, le député n'a pas un mandat impératif. Et ça, là, par exemple, c'est dans les mœurs, c'est connu de tout le monde. Donc, on peut également le dire, que si vous êtes élu sous une bannière, vous restez membre de ce parti politique jusque dans les 6 derniers mois de la fin de votre mandat. Ça, c'est possible. C'est possible. Mais on travaille à ne pas corriger cela. À condition que les acteurs même le veuillent. Et qu'ils travaillent à cela. Puisque c'est eux qui doivent prendre l'initiative. Il y a donc manque de volonté. Eloge Attadé, merci beaucoup. On va aborder un autre sujet très rapidement. Je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette thématique liée donc à la série des vagues de démission et d'adhésion de part et d'autre. Je voudrais qu'on consulte un peu l'agenda de l'Agence nationale d'identification des personnes, n'est-ce pas, qui invite bien entendu nos concitoyens à sortir, consulter la liste électorale informatisée provisoire. C'est à partir du 8 septembre prochain dans les centres de vote et ce sur l'ensemble du territoire national. Akime Seydou Oseni, on peut dire bien entendu que la NIP est en train de faire son travail et nous conduit petitement vers le 8 janvier 2023. Cela ne pouvait pas en être autrement, puisque nous sommes dans la période bien à propos. Un travail avait été déjà fait, des annonces avaient été déjà aussi faites, parce que je me rappelle que quand on a entendu le président Sakalafia de la Sénat, c'est que bien, des rencontres ont été initiées en direction donc de la NIP, et la NIP, dans son agenda entre et exécuté, a fait état de ce que bien, instamment, il sera publié la liste électorale informatisée provisoire. Et ça permet aux populations d'aller intégrer, si besoin il y a, des collections et tout ce qui est autour. Et ce n'est qu'après ça que nous avons, dans un délai bien précis, la liste définitive qui consacre, je dirais, le fichier électoral, le nombre de personnes qui ont qualité à aller donc choisir les élus
leurs représentants à l'Assemblée nationale le 8 janvier prochain. Donc je crois que c'est une suite logique. L'ANIP est dans la dynamique et que c'est impulsé, bien évidemment. Et tout ce qu'il faut espérer, c'est que les partis politiques, et les militants, tout le monde, chacun puisse faire un tour au niveau donc des lieux d'affichage, aller constater, je dirais, les informations qui sont contenues. C'est vrai que des corrections avaient été déjà intégrées. Ouais. Ça, c'est une phase qui est déjà terminée. Ouais. Mais je crois donc, que comme on dit, on ne sait jamais. Le 8, c'est déjà demain. Oui. C'est après-demain. Après-demain, c'est déjà le 8. Donc, il faut maintenant... Et on a 15 jours pour ça, tout à fait. Que le communiqué de l'année. Que les populations sortent et aillent constater, je dirais, le contenu, ce qui est affiché. Eloge Attadé. Non, il faut d'abord commencer par féliciter le chef de l'État qui a fait l'effort de la réforme, parce que c'est lui qui a fait l'option de la grosse réforme. La réforme sur la numérisation des actes. C'est ça qui a conduit à la mise en place de la création de l'ANIP, qui est la structure d'appui au pilotage de la réforme. Oui. Aujourd'hui, nous réjouissons d'avoir tous des actes numérisés sous un format nouveau, donc sécurisé. Et il faut avouer qu'évidemment, l'ANIP a fait un travail sérieux, un travail de qualité, puisque aujourd'hui, selon le rapport de l'ANIP au 31 décembre 2021, le nombre de personnes inscrites au RMPP, au registre national des personnes physiques, nous faisons 11 141 108 personnes. C'est important. Et vous savez que le RMPP est doté d'applications qui, en fait, est doté d'applicatifs qui permettent d'extraire la liste électorale. Donc, c'est du RMPP qu'on a extrait la liste électorale. Donc, le fichier, maintenant, qui est disponible et qui a été affiché, parce que là, maintenant, c'est conformément aux dispositions du code électoral que l'ANIP procède à l'affichage de la liste, pour que les citoyens aient la possibilité d'aller consulter au niveau de leur bureau de vote, leur nom, leur poste de vote, pour s'assurer. Et puis, l'ANIP a pris le soin de mettre à disposition. Oui. Ça arrive par moment, c'est ça les aléas du direct. De mettre à disposition, évidemment, un personnel qui est chargé de collecter les réclamations. Et puis, s'il y avait des erreurs, il y avait des constats qui sont faits, on pourra corriger. Mais il faut avouer qu'aujourd'hui, ce qui est fondamental, qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une donne. Il n'est pas possible d'avoir son nom sur la liste électorale si vous n'êtes pas enrôlé. C'est la condition sine qua non. Tout à fait. Or, vous savez évidemment que tous les citoyens n'ont pas eu la chance d'être enrôlés. Il y en a qui sont encore hors AVIP. Au Bénin, ici et ailleurs, parce que dans la diaspora, parce que j'ai fait des enquêtes, des investigations qui m'ont permis de savoir même qu'au niveau de la diaspora gabonaise, il y a par exemple à Port-Gentil, au niveau du consulat, il y a de petits problèmes, si bien que les citoyens n'ont pas pu bénéficier de l'enrôlement. Or, l'enrôlement au RAVIP est une réforme importante, parce que c'est la réforme portant modernisation de l'état civil, la reconstruction des actes. Le chef de l'État y tient fermement, comme à la prunelle de ses yeux. Or, au Gabon, vous avez vu qu'à Port-Gentil, le consul honoraire a disparu, a déserté depuis 4 ans. Il a fait nommer un vice-consul dans l'opacité qui est là. Après, on envoie un attaché consulaire. Il y a un bordel, un désordre qui se passe là-bas. Il faut clarifier. Or, les citoyens, la colonie béninoise au Gabon doit bénéficier des services de l'État béninois, puisque le consul honoraire représente en fait le chef d'État, le gouvernement là-bas, et le ministère des Affaires étrangères, il doit pouvoir assurer la sécurité, les services qu'il faut. Les citoyens ont besoin des actes sécurisés aussi là-bas. Donc, ce qui se passe là-bas, j'ai interpellé déjà sur plusieurs médias, le gouvernement, sur ce qui se passe, le ministre des Affaires étrangères. C'est sûr que le message n'est pas... Mais contrairement à ça, c'est qu'à côté de Port-Gentil, mais à Libreville, au niveau du consul honoraire, tout se passe très bien. Alors, s'il y a un consul honoraire qui travaille bien, par exemple, à Libreville, et qu'à côté, il n'a pas compétence à agir dans une autre juridiction, qui est la juridiction de Port-Gentil, il faut bien que le ministre des Affaires étrangères prenne une décision pour corriger cet état de choses. Oui, afin que les Béninois d'ici et d'ailleurs puissent bénéficier des bienfaits, des réformes qui sont engagées courageusement par le chef de l'État pour moderniser évidemment le Bénin et faire du Bénin une plateforme de service pour que nous soyons un modèle à l'échelle internationale. D'accord.
Herman Aniambosso, très rapidement. Oui, dans le communiqué signé de l'ANIP du 2 septembre 2022, on parle de l'enrôlement au comme condition irréductible pour figurer sur la LEIP avant d'être sur la LEI. Et on dit également que ceux qui ont fait des enrôlements multiples ne verront pas leur nom sur la LEIP qui sera affichée après demain. Ça voudrait dire quoi? Ça suppose que on a pris des dispositions pour que, comme il a dit, par exemple dans certaines... dans des consulats donnés, qu'on puisse vraiment effectivement donner la possibilité aux Béninois de se faire enrôler. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'un travail doit se faire à nouveau. Je pense que pour ma part, oui, acte numérisé, acte sécurisé et tout, mais il faut faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier de ces services-là. C'est ce que j'ai à dire. C'est vraiment pour éviter que des gens après se plaignent, parce qu'il n'y a rien à faire. Après l'affichage, vous aurez des grognes de ce que, on n'a pas retrouvé nos noms sur la liste qui a été affichée. Si entre-temps, et c'est pour ça que c'est intéressant de mettre l'accent sur les conditions qui permettent de figurer sur la liste, si vous n'avez pas, si vous avez plusieurs enrôlements, vous ne vous retrouverez pas sur cette liste-là. Exactement. Et l'ANIP prévient déjà à travers son communiqué. Que ce soit entendu et compris, pour éviter qu'à partir du 8, vous entendiez des groins par-ci par-là. C'est une liste qui a été taillée sur mesure. Nous n'y sommes pas. Je crois qu'il va falloir forcément que l'accent soit mis sur ça pour que chacun puisse savoir à quel sens. Merci beaucoup. Ce point-là, je crois que le communiqué dit également qu'il y a un agent de collecte qui sera dans chaque arrondissement pour sans doute essayer de corriger les choses. Pour ceux qui ont pu se faire enrôler et qui n'ont pas trouvé le nom. Mais pour ceux qui, comme Paul Gentil, n'ont pas pu le faire, ça va être compliqué pour eux. Allez, on va souhaiter que le ministre des Affaires étrangères soit gentil, n'est-ce pas, pour prendre les choses au sérieux et corriger ce qui se passe au niveau du port Gentil. Merci beaucoup, Eloge Francis Attadé. Vous êtes analyste politique. Akime Sédoseni, merci beaucoup. Herman Aniambosso, merci beaucoup. Nous irons maintenant découvrir les innovations de la nouvelle plateforme mise en place par le ministère du numérique et de la digitalisation. C'est un e-service qui vise à soulager les usagers de la SBEE. Il y a Anziz Adhéran qui viendra nous dire un peu plus de quoi cela retourne. Il est le responsable du département e-service et plateforme au niveau de l'Agence des systèmes d'information et du numérique. À tout de suite. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu de sport. Fais la passe. Pourquoi tu ne rentres pas dans la télévision pour lui faire la passe? Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne. Et devenir la scène pour votre succès. Okay guys, listen. You have to tighten our defense. You, make sure you pass the ball. C'est ainsi que sont faits les gagnants. Ils ont une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêt à gagner? 1xBet, suivez les leaders. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. De réussite. Chaque année, une innovation. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2022 7 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale, A,
B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique, formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin, de Zobouré vont derrière le stade de l'Amitié, de Bégamin en face des rails, de Calavi au quartier Agori, route de Tampere. Clé de la réussite, votre école famille cultive l'excellence depuis bientôt 20 ans. Téléphone à 97 88 42 16. Aziz Adéhan, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau d'Actu Matin. Vous êtes le responsable du département e-service et plateforme au niveau donc de l'agence des systèmes d'information et du numérique. C'est sous tutelle du ministère du numérique et de la digitalisation. Je m'en vais vous poser cette question. Quand on parle du portail national, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Le portail, déjà, merci pour l'invitation. Merci. Le portail national des services publics est le point d'entrée numérique de l'administration béninoise. C'est ça. Donc, il a été lancé en mars 2020 par la ministre du numérique et de la digitalisation et il a deux principaux rôles. Il est déjà accessible sur service-public.bj et les deux principaux rôles sont déjà de donner de l'information exhaustive sur les services de l'administration. Donc, il y a plus de 850 services qui sont disponibles où on peut avoir des informations sur le lieu pour le consommer, sur le coût du service, sur les informations à fournir. Donc, ça permet justement aux gens qui ne connaissent pas les services, plutôt que d'avoir le réflexe de se déplacer, d'aller directement en ligne et d'avoir toutes les informations nécessaires. Et le second rôle, c'est de dématérialiser certains services et donc de permettre qu'ils soient consommés en ligne. Donc, aujourd'hui, il y a plus de 150 e-services, comme on les appelle, qui permettent de faire directement des demandes et de recevoir les actes en ligne sans avoir à bouger de chez soi. D'accord. Alors, il y a désormais le ministère du numérique et de la digitalisation qui, je dirais, en partenariat avec la SBE, les deux ont décidé donc de soulager les usagers de la SBE. Donc, il y a un nouveau e-service qui a été mis en place. De quoi s'agit-il exactement? Et justement, donc, pour soulager il faut déjà savoir qu'en début d'année, il y a eu le lancement du paiement des factures d'électricité. Donc, tous ceux qui avaient des compteurs post-payés, donc qui reçoivent... Ce qu'on appelle compteurs conventionnels. Exactement, les compteurs conventionnels, donc ils reçoivent leurs factures à la fin du mois. Ils ont eu la possibilité depuis janvier de pouvoir payer leurs factures en ligne via un e-service. Et donc là, la semaine dernière, on a complété le package en quelque sorte avec la SBE pour permettre maintenant aux personnes qui ont des compteurs de recharge, donc prépayés, de pouvoir également acheter en ligne via le e-service les différents crédits de recharge avec le montant qu'ils souhaitent. D'accord. On ira cas par cas. Pour les compteurs conventionnels, comment ça fonctionne? Avant qu'on ne revienne maintenant sur les compteurs prépayés, comment ça, il faut évoluer? Ok, donc pour les compteurs conventionnels, le e-service a été fait de manière simple et intuitive. Vraiment, le but, c'est que les gens puissent payer en ligne en moins de 2 minutes sans avoir à bouger de chez soi, comme je le disais. Et surtout aller faire les longues lignes au niveau des agences. Exactement. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, vous allez sur service-public.bj et vous avez 3 étapes. La première étape, on va vous demander de renseigner votre référence abonnée. C'est ça. Donc, cette référence est présente sur la facture qui vous est délivrée par la SB2E. Et c'est le même process pour la SONEB également. D'accord. Ensuite, une fois que vous avez renseigné ce numéro, vous allez avoir votre nom qui va apparaître ou le nom du propriétaire du compte avec le montant de la facture à payer. Donc, ça, c'est pour le compteur conventionnel. Donc, ensuite, vous choisissez donc, le module de paiement. Donc, vous décidez si vous voulez payer par Momo, donc par MTN, par Move Money ou, si vous le souhaitez, par carte bancaire. Donc, ça permet également à nos confrères de la diaspora, ça fait 3 possibilités. Soit c'est MTN, comme on dit, Mobile Money, ou Move Money quand il s'agit du réseau de téléphonie mobile Move, ou une carte bancaire. Ou une carte bancaire et bientôt SBIN qui est aussi l'un des starting blocks pour arriver. Donc on a ces différentes possibilités en ligne qui offrent un large choix aux citoyens. Alors on va venir maintenant sur les cartes des compteurs prépayés. Des compteurs prépayés. Comment cela se passe? Donc c'est
quasiment la même chose, à la seule différence qu'il faudra renseigner le numéro de compteur pour commencer. Donc la première étape, vous vous placez devant votre compteur, ou si vous avez le numéro, vous le renseignez. Ensuite, vous choisissez le montant que vous vouliez payer. Donc voilà, les différents montants qui se proposent, et vous pouvez mettre le montant que vous souhaitez. Et ensuite, pareil, vous avez la possibilité de payer par MTN, Mobile Money, Move Mobile Money ou carte bancaire. D'accord. Qu'est-ce qui a conduit, je dirais, à toute cette initiative au niveau du ministère du Numérique? Il faut savoir que la vision du chef d'État est de faire du Bénin le hub numérique dans l'Afrique de l'Ouest, et l'objectif est de digitaliser la plupart des services et d'optimiser également leur fonctionnement pour être plus proche des citoyens et rendre une administration plus intelligente. Donc, c'est ces différentes initiatives qui nous ont permis de travailler déjà sur les goulots d'étranglement actuels, les services qui sont les plus demandés, qui sont les plus sollicités, et où on peut faciliter et impacter la vie de nombreux citoyens en peu de temps. Et justement, les services d'électricité et d'eau sont utilisés mensuellement par les concitoyens, et donc c'était important de les digitaliser, ainsi que d'autres services qui sont présents sur la plateforme. Je parlais de 150 tout à l'heure. D'accord. Alors, pour quelqu'un qui nous prend, je dirais, au vol maintenant dans nos discussions, quelle est l'innovation du nouveau e-service que vous avez mis en place? La particularité de façon plus pointue, c'est quoi? La particularité, c'est qu'aujourd'hui, on vous offre la possibilité sur une même plateforme de pouvoir avoir tous les services au fait d'eau et d'électricité avec différents moyens de paiement, donc MTN, Momo et surtout carte bancaire pour adresser les personnes de partout dans le monde. D'accord. Alors, quelle garantie on a quand on le fait, n'est-ce pas, qu'on n'est pas grugé? Ah oui. Puisque quand vous faites appel au réseau de téléphonie mobile, c'est vrai, il y a d'un côté la confiance qu'on accorde à nos réseaux de téléphonie mobile. Il y a des inquiétudes également parce que des fois l'opération échoue. Quand on fait avec soit Mobile Money ou Move Money, on se dit qu'il y a eu prélèvement, mais le client n'a pas eu satisfaction. Pour une carte de recharge, par exemple, il vous dira que bon, la recharge n'est pas venue, mais il y a eu des palcations sur son compte. Quelles sont les garanties? C'est un point très important, parce que c'est ça qui permet de rassurer les concitoyens et leur donner la confiance également au service. Donc aujourd'hui sur la plateforme, évidemment le fait de passer par un service de l'État permet d'avoir toutes les garanties nécessaires. Et il y a quand aussi, même l'État. Exactement. Donc il y a aussi un support qui est mis en place au sein de l'agence des systèmes d'information et du numérique, qui est joignable au 91 38 0000 ou par email service-public@gouv.bj. Donc ce service, il permet tout simplement pour une personne qui estime avoir eu un problème lors de son paiement de facture, d'envoyer soit un message par WhatsApp en demandant à ce que ce soit régularisé, et il y a des services de l'État, il y a des personnes qui sont là pour répondre à ce besoin très rapidement pour s'assurer que ce soit comblé et que la personne ait satisfaction. Donc, ce n'est pas des choses qui sont censées arriver parce qu'évidemment, on a mis en place des plateformes très sécurisées qui ont été testées aux dernières vulnérabilités et qui utilisent aussi ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire la plateforme nationale d'interopérabilité. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Aujourd'hui, ça peut être la perte de connexion, ça peut être d'autres choses. Et du coup, il y a un support qui est disponible pour accompagner les citoyens au cas où il y a le moindre problème. D'accord. Alors, quel est votre mot de conclusion à l'endroit donc des usagers des e-services? Le mot de conclusion, c'est de demander aux usagers d'utiliser des e-services. C'est vraiment ça le plus important. Il y a de nombreux services qui sont en ligne. Il y a le casier judiciaire, il y a l'attestation fiscale, il y a la prise de rendez-vous de passeport, il y a l'attestation de non-faillite. On ne pourra pas tous les citer, mais soyez curieux, allez sur service-public.bj, s'il y a une adresse à retenir, c'est ça, service-public.bj, et plutôt que d'aller directement vers l'administration ou vers les institutions pour faire les demandes, commencez par aller en ligne, prenez les différentes informations et regardez si vous pouvez directement le faire en ligne sans avoir à vous déplacer. Ça fait gagner du temps, et on dit que le temps c'est de l'argent. Exactement. Aziz Adéran, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le responsable du département e-services et plateformes au niveau de l'agence des systèmes d'information et du numérique. C'est une agence sous tutelle donc du ministère de l'économie numérique et de la digitalisation. Merci d'être venu sur le plateau d'Actu Matin, de nous avoir apporté autant d'éclairage sur le e-service.
Je vais vous accompagner avec le travail de Ouliat Sanoussi. C'est notre rubrique en immersion. Ouliat Sanoussi qui est allé faire preuve de curiosité dans l'atelier de Blanche Biro. Blanche Biro qui est spécialisée dans la savonnerie. Le savon, c'est son travail et elle le fait avec passion. On va découvrir tout ceci en immersion et s'en suivra la revue de presse de Asiongbon Kani Asiongbon. Ce matin, nous allons nous intéresser à la savonnerie. Avec elle, on verra tout le processus pour réaliser un savon. Madame Blanche Biro, bonjour. Bonjour madame. Alors, ce matin, qu'est-ce que vous nous proposez comme savon? Ok, je vous propose la réalisation de savon au citron, mais exfoliant. D'accord. Chers téléspectateurs, nous irons tout à l'heure à l'atelier pour voir un peu comment ça se passe. À tout à l'heure. Premièrement, je dois me protéger. Je dois porter mon pare-chilet. Pour ne pas inhaler la lessive de soude qui est déjà préparée là. Voilà la soude elle-même. Mais la soude mélangée avec de l'eau, voilà ça, et qui est la soude, qui est la lessive de soude. L'huile que nous allons utiliser aujourd'hui, j'ai fait le mélange de l'huile de tournesol, de l'huile de coco, du beurre de karité déjà fondu. Donc j'ai 1,5 litre ici pour réaliser mon savon qui est de 250 grammes de soude caustique. Je mets aussi mon gant pour protéger ma main parce que la soude, c'est un produit vraiment toxique dont il faut se méfier rigoureusement avant de réaliser le savon. Donc, premièrement, je verse les huiles mélangées. Je rappelle je viens de mixer correctement la soudage avec l'huile. Maintenant, je veux presser. Permettez-moi d'enlever le gant. Alors, je presse le citron dans la lessive de soude. Le citron étant de la vitamine C, nous pouvons utiliser ce savon pour le visage comme pour le corps. Mais ça sera en soirée. On n'utilise pas le citron dans la journée à cause du soleil qu'il y a. Ça endommage la peau. Si c'est du savon exfoliant que je voudrais préparer, alors j'ai les graines de jojoba moulues que je mets dans le savon pour que ça devienne un savon exfoliant pour la peau. Et ça permet d'enlever les peaux mortes. J'ai envie d'ajouter aussi du parfum. Je peux faire du savon sans parfum parce qu'il y a des gens qui sont allergiques au parfum. Alors, mais moi, dans mon cas, j'ai envie d'ajouter du parfum. Le parfum que je veux ajouter, c'est du parfum au citron. Voilà. Juste un peu. Et je mélange. Chers téléspectateurs, comme vous le constatez, le savon, il se réalise déjà. Bientôt, ce sera à la fin du processus. Alors, Madame Blanche Biro, dites-nous d'où est née cette passion pour la fabrication des produits cosmétiques.
Merci madame. Déjà toute petite, juste après le BPC, j'avais déjà envie d'être esthéticienne. J'avais le goût d'apporter quelque chose à la peau. J'avais envie de connaître qu'est-ce qu'il faut pour être belle, côté corporel. J'en ai demandé à mon papa, à mon feu père en son temps, mais il n'était pas du tout d'accord avec moi. Parce qu'il disait, tu es trop belle, tu ne peux pas faire ce métier-là, je risque de te perdre, tu ne seras pas stable peut-être. Donc du coup, je n'ai pas pu le faire. Mais étant grande et étant à mon propre compte, alors j'ai toujours cette passion de chercher à connaître mieux, à me perfectionner. Donc du coup, je me suis fait former par des cosmétologues et qui m'ont permis de connaître ou de savoir faire du savon, des laits de corps, des crèmes. Et donc aujourd'hui, mon produit phare, c'est le savon anti-bouton, anti-tache, anti-rides et anti-quinto. Alors je viens de finir la réalisation de mon savon au citron qui est exfoliant en même temps. Et donc d'ici 24 heures déjà, le savon sera bien dur. On pourra même démouler. On verra ce genre de modèle-là. Voilà. Chers téléspectateurs, comme vous le constatez, le savon naturel au citron est réalisé. C'est la fin. C'est mis dans des moules. 24 heures après, voici ce que nous obtenons. Eh bien, Madame Blanche Viro, tout à l'heure, vous parliez de votre formation. Dites-nous, votre formation, elle a duré combien de temps? Ma formation en savonnerie a duré plus de 6 mois. Et je l'ai fait avec au moins 4 formateurs. Il y a 2 formatrices et 2 formateurs. Parce que je suis une femme très curieuse. J'ai envie de perfectionner, de chercher à connaître les astuces. Parce que tous mes formateurs ne font pas la réalisation de leurs produits de la même manière. Mais je remercie l'Éternel parce qu'aujourd'hui, c'est porteur. C'est porteur parce que la clientèle est là. Ceux qui en ont besoin, celles qui en ont besoin, il y en a. Et aujourd'hui, je ne me plains pas. Merci beaucoup, Madame Blanche Viro. Les téléspectateurs vous auraient compris. Alors dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce travail que vous faites? Le gros souci que Harmonie Cosmétique a, c'est la certification de ses produits. J'ai bien envie de mettre mes produits sur le marché pour que la population béninoise puisse en consommer massivement comme il se doit. Avez-vous des projets pour l'avenir? Des projets pour l'avenir, c'est créer mon atelier de fabrication de savonnerie, être reconnu sur le plan national comme international, avoir l'accessibilité du marché facilement, comme je viens de le dire, la certification. Et pourquoi ne pas créer une industrie? Pourquoi ne pas être à Glodibé, la zone industrielle de Glodibé? Déjà, l'école est là-bas. Donc, j'ai envie de créer l'industrie ou bien mon atelier de savonnerie à Zivier. Là, il y aura de l'espace. Ça va me permettre, vous avez vu, il y a des plantes que j'ai séchées là. Ça va me permettre moi-même de cultiver les plantes dont j'ai besoin. Je préfère être vraiment bio même pour que ça puisse avoir les vertus qu'il faut pour la satisfaction totale de ma clientèle. Dites-nous, est-ce que vous formez des jeunes? Est-ce que vous avez déjà eu à former des gens à ce métier qui vous passionne tant? Oui. Cette vacances, nous avons organisé des moments de formation. Et il y avait des jeunes qui se sont donnés à la chose, qui ont compris la chose. Et je les ai donné le peu de savoir que j'ai. Et c'était bien, c'était passionnant. Ils ont tellement aimé. Et j'invite alors tout le monde à adhérer à la chose pour que nous puissions consommer béninois. Que nous consommons béninois pour que le Bénin prospère dans le temps. Merci beaucoup, Madame Blanche Viro. Chers téléspectateurs, je rappelle que nous étions en compagnie de Madame Blanche Viro. Elle est spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques naturels, des savons bio.
Avec elle, nous avons découvert le processus de réalisation d'un savon à base de citron. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. À toutes et à tous, bonjour. De la vague d'adhésion à l'Union progressiste, le renouveau et au bloc républicain, le matinal note que la perspective des législatives de 2023 Bénin fait monter progressivement la tension au niveau des partis politiques, même ceux de la mouvance, longtemps qualifiés de frères siamois. Le dernier ralliement pour venir grossir le rang des militants UP et la fusion avec le PRD laisse croire que le parti prend de l'avance sur le bloc républicain. Face à cette victoire sur papier, Joseph Diogbenou se montre très prudent pendant qu'Abdoulaye Biotchane travaille sur le discours à tenir. Déduction du journal, Diogbenou prudent, Biotchane serein. Du côté de la presse, Fraternité souligne que c'est parti pour une nouvelle mandature de 3 ans. Le nouveau bureau de l'UPMB est renvoyé à sa mission à l'issue d'une cérémonie fort simple mais solennelle. Le second mandat de Zakiat Latondi a commencé aux environs de 17h lundi lorsque le doyen d'âge du présidium de l'Assemblée générale élective, Raphaël Bonou, a prononcé le discours de charge. Consciente des défis, Zakiat Latondi, dans un esprit et une forte maturité, a annoncé de grandes réformes pour une presse fonctionnelle et valorisante et un épanouissement des hommes et des femmes professionnels des médias. Il s'agit de 10 engagements qu'elle a pris le soin d'égrener distinctement devant des journalistes. En matière d'exportation, l'économiste du Bénin publie que le rapport des statistiques annuelles sur le commerce international de biens du Bénin au titre de l'année 2021 de l'Institut national de la statistique et de la démographie renseigne sur les 10 principaux partenaires du Bénin à l'exportation en 2021. Ainsi, le Bangladesh arrive en tête avec 41,6% des exportations totales du Bénin en 2021, selon le classement des 10 principaux partenaires du Bénin. À l'exportation en 2021, on a respectivement le Bangladesh, l'Inde, la Chine, le Vietnam, le Tchad, le Niger, l'Égypte, le Danemark, l'Ukraine et les Émirats arabes unis. Fraternité consacre son gros titre aux résultats du concours d'entrée à la police républicaine et annonce 1300 admissibles. En croit le journal qui publie la liste des candidats déclarés admissibles à ce concours direct de recrutement au titre de l'année 2022. La visite médicale est prévue pour jeudi. Dans la suite, Info Matin renseigne que les membres du cercle de réflexion des cadres de l'arrondissement de Toba ont organisé le vendredi 2 septembre 2022 une séance d'orientation universitaire à l'endroit des nouveaux bacheliers. Le secrétaire général du CEREC, Serge Houyete, a convié les jeunes participants à saisir l'opportunité qui s'offre à eux pour bien choisir leur filière de formation universitaire. Selon lui, c'est le mauvais choix de filière qui explique en grande partie le niveau élevé de sous-emploi observé au Bénin. Sport avec le pays émergent qui parle de clap de fin sur l'édition 2022 des championnats nationaux d'escrime qui se sont déroulés le week-end dernier au Fort français de Ouida. Au terme de ce rendez-vous statutaire, les meilleurs athlètes ont confirmé leur statut. Les championnats nationaux cadets et juniors d'escrime, garçons et filles, ont pris fin sur une note de satisfaction du président de l'instance fédérale, Jacques Koumassoum. Cette compétition qui s'est étalée sur 2 jours a enregistré la participation de plus de 100 escrimeurs entre garçons et filles qui ont représenté les différentes associations affiliées. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Voilà, merci d'avoir suivi la revue de presse et merci d'avoir suivi l'ensemble d'Actu Matin. On va se retrouver demain mercredi, pour partager le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.